Alors, messieurs, mesdames, sans perdre trop de temps, on va du coup déjà accueillir avec nous ce soir notre cher ami Grégoire Barbet, qui est là avec nous ce soir, journaliste chez ID News. Bienvenue à toi. Bonsoir et merci Anthony. Magnifique. Alors, du coup, on n'a pas de webcam, mais Ouais. donc il y a un Non petit. mais je comprends pas en fait parce que ça fonctionnait très bien, Google Meet ça fonctionne et tout, mais Ouais. avec Melon App je sais pas. Alors, Ça m'est jamais arrivé. c'est vrai que c'est assez spécial. Hmm. C'est pas arrivé souvent que ça va marcher avec la webcam. Du message que j'ai vu, en effet, ça on dirait qu'il y a soit un autre programme allumé, OBS ou peu importe, avec une webcam. C'est possible ou pas du tout? Ben Ou t'as rien euh, d'allumé? je, je vérifie mais il me semble pas que j'ai OBS allumé. Parce qu'au pire des cas, ce qu'on va faire, c'est on va partir sur Google Meet. Peut-être que ça va être un petit peu plus moche en question de layout, Ouais mais, je pense hein, mais au moins après, on aura quand même parce Alors, que là je revérifie mais j'ai pas de. tu n'as rien de ton côté. Non, j'ai vraiment pas l'impression quoi. Alors, on va essayer sur Google Meet. On va bouger là-bas. Et puis après, je vais switcher de screen. Et puis normalement, après, ça devrait être tout bon. Je t'ai envoyé le lien Mhm. du coup sur. Mince. Oups. Oui, je t'ai envoyé le lien. Et Ouais, puis du coup, nickel. on va bouger là. Et une fois qu'on est tout bon, après, on va pouvoir commencer correctement. Ça marche à tout de suite. À tout à l'heure. Magnifique. Alors, est-ce que là, ça fonctionne? Grégoire. Salut, salut. Ok, là, ça fonctionne. Magnifique. Voilà. Ok. Magnifique. Bon, Ouais, là, ça ça me fonctionne. rassure. Alors, Ouais, ça me rassure parce que. Ok. alors, hop, comme ça. Alors voilà, normalement, on te voit. Déjà, bienvenue à toi. Merci. Je vais juste contrôler qu'en effet que le layout soit un peu près en ordre. Alors, il est un peu moins beau, le layout, mais au moins, on te voit. Je pense que c'est quand même le plus important. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on laisse comme ça? Ça va encore. Je pense que ça va. Ouais, ça va aller. On va pouvoir faire comme ça. N'hésitez pas à dire hein, si d'un coup c'est vraiment, si ça va pas pour vous les amis. Mais du coup, on va faire pour ce soir de cette manière. Et puis, bienvenue à toi. Merci infiniment Merci. pour prendre un petit peu de temps avec nous ce soir chez Cryptologique. Donc, Grégoire Barbet, qui est journaliste chez ID News. Tu pourras nous en parler un petit peu plus aussi après. Tu as aussi écrit un livre avec Alexis Roussel. J'espère que tu vas aussi pouvoir un tout petit peu nous en dire un petit peu plus aussi par la suite. Pour les personnes qui connaissent déjà aussi Alexis Roussel, qui est aussi également ici à Neuchâtel, très actif dans le milieu du Bitcoin aussi depuis maintenant bien longtemps. Et puis, peut-être qu'on peut commencer avec une petite présentation. N'hésite pas à te présenter. Écoutez, moi j'ai 31 ans, je suis journaliste technologie dans le média qui s'appelle ID.news, donc en Suisse. Et ça fait à peu près 10 ans que j'exerce le métier. Ça fait à peu près un peu plus d'une année maintenant que je me suis vraiment reconverti dans le domaine des technologies parce qu'avant j'étais plutôt spécialisé dans la politique. Et puis j'ai effectivement coécrit un livre avec Alexis Roussel sur la notion d'intégrité numérique. Donc c'est toute une réflexion philosophique en fait sur des nouveaux droits numériques pour nous protéger face à l'utilisation de nos données personnelles. Et puis, dans ce cadre de mon activité de journaliste, je m'intéresse beaucoup aussi aux crypto-monnaies. Magnifique, super. Et puis ça fait depuis quand que tu as commencé la crypto-monnaie du coup? Bon, je dois dire que Alexis et moi, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Il m'en parle depuis, il m'en parle depuis 2013, en tout cas 2012 peut-être même. Quand il me parlait de Bitcoin en 2012, il y avait un des premiers ATM dans un vieux bar café au Paquis à Genève. C'était encore le Moyen Âge, hein, je pense, pour Bitcoin. C'était Oh super oui. compliqué. Il essayait de m'expliquer un peu comment ça fonctionnait, j'y comprenais vraiment rien. Et puis, moi, j'ai jamais mis d'argent dans Bitcoin. Enfin, à peu près pas vrai, parce que j'ai mis 100 francs à peu près dedans pour tester. Mais à titre personnel, je possède pas de crypto-monnaie, mais je m'y intéresse depuis plusieurs années. Ouais, c'est assez intéressant. Alors je pense que pour un journaliste, c'est une bonne chose de ne pas être influencé en effet par, d'avoir des gros bags, d'avoir 100 bitcoins dans son wallet. C'est sûr qu'on peut automatiquement mettre des Mm. articles et puis mettre des informations sur la crypto-monnaie, que ce soit mettant le bitcoin ou d'autres crypto-monnaies aussi, d'une manière un petit peu différente. Je pense que psychologiquement, ça a clairement un impact. Et c'est assez rare, pour être honnête, d'entendre une personne qui est intéressée depuis autant longtemps maintenant quand même dans le bitcoin et qui ne possède pas de bitcoin. Franchement, et puis, enfin, quelle est la raison principale? Est-ce que c'est réellement ça peut-être ou...
Au début, alors au tout début, c'est parce que j'y comprenais rien en 2012, 2013 quand Alexis m'en a parlé. J'aurais dû, c'est ce qu'on se dit toujours après, tu vois, c'est que on se dit j'aurais dû acheter. À l'époque, ça valait vraiment, je pense que ça valait 2-3 francs, enfin, ça valait vraiment rien. Mais avec le recul ouais, avec le recul, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien de pas posséder parce que ça permet de traiter le sujet en n'étant pas partie prenante, quoi. Mm. Je sais que si Bitcoin se casse la gueule et que je dis que je crois toujours en Bitcoin ou que mes analyses vont dans ce sens, je sais que je suis pas en train d'essayer de tromper mes lecteurs. Je sais que je le pense, non pas parce que j'ai mis mes billes dedans, mais parce que fondamentalement, le sujet m'intéresse et qu'en m'y intéressant sans être partie prenante, j'y vois un intérêt. Alors que c'est vrai que si j'avais peut-être plusieurs milliers de francs, même plusieurs dizaines de milliers de francs dans cette technologie, je serais biaisé parce que j'aurais tout intérêt à ce que les gens restent et à ce que ça se casse pas la figure. Mhm. Donc c'est pas, ça n'a pas été un choix conscient à la base, mais maintenant aujourd'hui je suis très tenté, j'aimerais bien en posséder, mais je me retiens justement parce que je pense que c'est important en fait de garder cette distance en fait. Mm. Ouais, tout à fait, exactement. Ça doit pas être simple, je pense, des fois, parce que c'est vrai que bah, tu es quand même, tu aimes bien le Bitcoin, de ce que moi j'ai compris. Tu aimes Mm. peut-être, enfin, tu connais peut-être non plus pas tous les écosystèmes. On pourra peut-être en parler aussi un tout petit peu après. Euh, mais qu'est-ce qui se passe donc toi aujourd'hui donc tu es journaliste chez ID News. Est-ce que tu es à Mm. plein temps? Et puis est-ce que tu peux nous en Ouais. dire un petit peu plus du coup qu'est-ce que c'est ID News en fait? Alors, ID, c'est un média qui a été lancé à Genève en 2019. C'est ce qu'on appelle un pure player. Donc, c'est un média qui est 100% en ligne et qui ne fonctionne pas avec la publicité. Donc, nous, nos revenus, c'est vraiment les abonnements et c'est donc nos lecteurs qui nous font vivre. Et puis, ID News, c'est un média à la base qui a vocation à traiter de sujets plutôt scientifiques, donc dans le domaine de la santé, dans le domaine du climat, dans le domaine des sciences, etc. Et moi, j'ai rejoint l'équipe en août de l'année dernière pour traiter des sujets de technologie parce qu'ils estimaient que j'avais une expertise et que bah, voilà, mon profil les intéressait. Et depuis, en fait, je traite essentiellement de tous les sujets tech. J'essaie vraiment de m'intéresser à tout ce qui est protection des données, tout ce qui est cyberattaque, je trouve ça vraiment passionnant. Toutes les questions autour des grandes entreprises tech, etc. Les modèles économiques, les jeux vidéo aussi, ça m'intéresse. Hmm. Et puis évidemment les crypto-monnaies qui deviennent un petit peu en ce moment une plus grosse part de mon travail parce que on estime que c'est un sujet qui a du potentiel, qu'il est encore très peu investi par les médias mainstream et que donc en fait ça vaut la peine de mettre un peu plus de force vive dans ce sujet pour essayer de le traiter de manière, enfin, d'apporter quelque chose qu'on ne peut pas forcément trouver ailleurs. Et donc je me consacre un peu plus en ce moment aux crypto. Ouais. Hmm. Ah ouais, je pense qu'aujourd'hui c'est c'est un petit peu la hype, c'est un petit peu ce Ouais. qui se passe un petit peu de gauche à droite. Les gens ils sont un petit peu Mm. curieux également. C'est vrai que c'est un petit peu la nouvelle, c'est la nouvelle technologie, hein, donc c'est clair qu'il faut de toute façon s'intéresser en tant que journaliste si on a un tout petit peu également dans ces domaines dans lesquels toi Mm. tu es aujourd'hui. Et puis tu nous as parlé que tu es un petit peu donc du monde du gaming également. Si tu peux nous en, Ouais. tu viens du monde du gaming donc. Enfin, je viens du monde du gaming, c'est un grand mot, mais je suis un passionné de jeux depuis, depuis que je suis gamin. J'ai grandi, ma mère avait la Super NES, j'ai grandi avec la Super NES à la maison et j'ai eu mon premier Game Boy, j'ai eu mes premiers jeux très tôt et ça m'a jamais vraiment quitté. Donc ça fait partie de ma culture, ça fait partie de ma vie de tous les jours. Et c'est vrai que ça, disons que ça influence un peu ma vision du numérique parce que je pense que le jeu vidéo c'est une culture populaire qui est encore un peu émergente malheureusement, enfin, c'est un peu paradoxal de dire ça parce que le jeu vidéo c'est 3 milliards d'utilisateurs d'après les statistiques et en même temps on continue de considérer que c'est une culture populaire un peu comment dire de second plan en fait. Alors qu'en fait le jeu vidéo on le sait pas mais ça irrigue toute notre existence et beaucoup des références qu'on a aujourd'hui sont liées enfin sont s'imbriquent avec les jeux vidéo aussi quoi. Ouais, clairement, exactement. Bah, quand on voit un petit peu bah, tout ce qui se passe déjà sur le côté play to earn, mais je pense que la Mm. metaverse aussi par la suite, ça va avoir un impact énorme. Puis quelque part, en fait, c'est de la gamification, hein. Je veux dire, notre vie devient de plus en plus un jeu, quelque part. Enfin, moi, j'ai l'impression aussi. C'est vrai que Mm. c'est parti un petit peu avec des écrans, mais après, finalement, ça va être peut-être encore un petit peu différent. Mais Bah, ouais, c'est les gens, en tout cas, qui connaissent vraiment le monde des jeux vidéo, qui ont consacré
beaucoup d'années dans les jeux vidéo, à jouer, Hmm. à se créer des amis, à se créer en effet des relations, façon de parler directement dans un monde virtuel en fait, Je hein, crois qu'on que peut ce parler de soit. relations, je pense. Ouais, clairement, exactement. Hmm. C'est assez fou à quel point en fait on peut se sentir bien dans un jeu et peut-être même moins bien ailleurs, ou vice versa. Hein, Hmm. ouais. Ce qui est intéressant, enfin, tu parlais de métaverse, pour moi, pour l'instant, ça reste encore un espèce de mot fourre-tout, quoi. Mm. Enfin, je crois qu'on assiste beaucoup en ce moment à une espèce d'euphorie de termes, de néologismes qui sont popularisés par les médias, qui sont popularisés aussi par des entreprises qui ont des intérêts à le faire. Mais Web3, métaverse, NFT, le NFT, pour l'instant, dans le 90% des cas, 90% des cas pour les Français, ça reste des JPEG que tu achètes, quoi. Mm. Alors oui, il y a une tech derrière, oui, c'est intéressant, mais pour l'instant, la plupart des cas d'usage, ça reste quand même restreint et on n'est pas encore dans quelque chose qui a prouvé, qui a démontré tout son potentiel. Donc oui, métavers, c'est intéressant, mais moi je dis toujours, il faut être prudent parce que derrière, il y a aussi des intérêts économiques. On a une grosse entreprise qui s'appelle maintenant Meta, qui est anciennement Facebook, qui a tout intérêt à promouvoir cette philosophie qu'ils ont développée ces derniers mois pour essayer de nous vendre un nouvel univers. Donc attention quoi, les espèces de buzzwords, il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Pour l'instant, il y a pas vraiment de proof of concept. On est vraiment sur quelque chose d'émergent. Donc est-ce que ça va vraiment être ce qu'on nous dépeint aujourd'hui? Je suis pas totalement sûr quoi. Mm. Non, je suis tout à fait d'accord. Après, je pense qu'aujourd'hui, le monde du Web3, c'est une parfaite opportunité, que ce soit mettant le web, que ce soit mettant la metaverse, Playtune ou peu importe. C'est une parfaite opportunité en effet pour lever des fonds et puis Hmm. d'essayer de créer quelque chose. Et donc, je pense qu'il faut faire attention parce que quand on investit dans une crypto, quelque part, bah, on participe dans ces sortes de levées de fonds aussi. Et Hmm. puis, on fait en sorte que certaines personnes peuvent s'enrichir quand ils ont une idée ou bien en tout cas des promesses qui vont peut-être aboutir à absolument rien du tout. Et la majorité des projets, ce sera le cas. Hein. Je veux dire, à la fin, dans peut-être 5 ans, dans 10 ans, peut-être que ça vaudra absolument rien du tout. On est clairement dans des phases de bêta-test, je pense, aujourd'hui, sur beaucoup de projets différents dans le monde de la crypto-monnaie et également un petit peu des écosystèmes, je pense. Hmm. On assiste à quelque chose d'assez nouveau, je pense, dans l'expérience humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent d'accumuler, enfin de récupérer des fonds du monde entier, ce qu'on n'avait pas aujourd'hui, enfin ce qu'on n'avait pas avant, et ce qui permet à des gens de mettre de l'argent dans des projets auxquels ils ont l'impression de croire, sans avoir forcément tout le background qu'il y a derrière, et potentiellement perdre beaucoup d'argent dedans. Mais ça permet aussi de lever des fonds. Enfin, on assiste à quelque chose de complètement nouveau. Il y a une mise à l'échelle qui est complètement différente aussi. Mais c'est aussi le risque et on le voit récemment avec Terra Luna, on le voit avec d'autres projets. C'est toujours le risque que ça foire à un moment donné et que les gens qui ont cru dans une tech qui n'était pas encore extrêmement euh, comment dire robuste, enfin, qui n'avait pas montré sa robustesse finalement, bah, se retrouvent bec dans l'eau parce que bah en fait ils ont mis de l'argent et ils n'ont pas la possibilité de le récupérer. Mm. Donc moi ce que je dis toujours aux gens c'est soyez prudents. Oui, c'est intéressant ce qui se passe. Oui, il faut regarder ça, il faut être curieux. C'est passionnant, il se passe des trucs incroyables. Mais si vous n'avez pas d'argent à perdre, ne mettez pas de l'argent dans des trucs auxquels vous n'êtes pas complètement sûr, quoi. Mm. Parce que même les meilleurs projets qui vous donnent envie, il y aura d'autres gens qui vont les soutenir à votre place et qui auront les moyens de le faire et qui vont réussir à émerger. Et si vous, votre argent, il est précieux pour vous, ne le mettez pas n'importe où. Parce que c'est le meilleur moyen de le perdre. Et puis, ouais, c'est un risque en fait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on minimise ce risque parce qu'il y a de plus en plus de hype autour de ces phénomènes, des youtubeurs, des influenceurs qui vendent de manière extrêmement, je dirais, légère des projets dont la démonstration n'a pas été faite de leur pertinence, de leur utilité, de leur solidité en termes techniques. Et c'est cet emballement, cette euphorie dont je parlais avant, elle a un risque en fait, c'est que des gens se fassent avoir. Et je pense que l'un des premiers rôles des médias, c'est aussi de raconter ce qui se passe aujourd'hui dans ce domaine et de dire, mais attention, oui, il se passe des trucs fabuleux, oui, il y a beaucoup d'innovations, probablement que certaines de ces techs vont devenir indispensables à l'avenir, mais il faut pas oublier qu'on est dans un univers où il y a aussi des gens qui ont des intérêts financiers et que leurs intérêts financiers ne sont pas ceux de la plupart des gens en fait. Mm. Donc il faut garder à l'esprit que l'argent c'est important et il faut pas le dépenser n'importe comment. Mm. Et il y a d'autres personnes qui diront d'avoir des bitcoins, c'est important. Parce que ça représente de l'argent pour certaines personnes, en effet. Ou Mais, d'autres mais, mais, Bi- crypto-monnaies. mais Bitcoin, c'est encore autre chose, je pense. Mm. Là, je pense que tu voudrais toi en parler, mais
Bitcoin, ça a 12 ans, non, non, 13 ans d'existence maintenant. Est-ce que c'est suffisant pour dire que ça va fonctionner pour toujours? Ça, je pense pas. Par contre, c'est suffisant pour dire que depuis 13 ans, ça a montré, ça a traversé certaines épreuves du feu qui font que cette monnaie, jusqu'ici, elle a plutôt montré qu'elle était résiliente, robuste, et que dans cet écosystème de crypto-monnaies émergentes, ça reste la valeur sûre. Hmm. Maintenant, on en parlait avant en préparant cette émission, c'est toujours jusqu'à preuve du contraire, quoi. Donc Bitcoin, ça marche pour l'instant. Est-ce que ça marchera toujours? Moi, je peux pas parier là-dessus. J'en sais rien en fait, parce qu'il y a plein d'inconnus. Est-ce que Bitcoin va être confronté à des limites technologiques avec des nouvelles percées dans le domaine des ordinateurs quantiques? On en parle beaucoup, même si c'est encore aussi un peu un buzzword. Il y a Ouais. plein de questions qui se posent. Donc, quel est l'avenir de Bitcoin? Je pourrais pas le prédire. Maintenant, dans l'immédiat, je pense que Bitcoin, si on doit mettre de l'argent dans quelque chose, ça reste l'investissement le moins risqué dans cet écosystème. Maintenant, dans cet écosystème, tous les investissements sont par nature, à mon avis, assez risqués. Donc voilà, j'essaie de comparer ce qui est comparable. Pour moi, Bitcoin, c'est jusqu'ici la monnaie qui a démontré le plus de, de preuves Résilience. de résilience, jusqu'à preuve du contraire. Ouais, Mais voilà, c'est un écosystème qui est super intéressant. Mais toutes les monnaies qui émergent et qui ont plein de promesses sur le papier, il faut garder à l'esprit qu'elles n'ont pas démontré sur une échelle de gens qui sont utilisateurs qu'elles étaient capables de résister à des attaques, qu'elles étaient capables de résister à des mouvements de panique du marché, etc. Ce que Bitcoin a fait jusqu'ici. Alors sa volatilité est très importante, on le voit, il a perdu plus de 50% de sa valeur en moins d'une année. Ok, mais globalement, il y a toujours un socle technologique derrière qui est là, ce qui n'est pas forcément le cas de ce qu'on dans d'autres monnaies. Donc voilà, j'essaie de garder à l'esprit qu'il faut comparer ce qui est comparable. Hmm. Ouais, et quand tu disais c'est peut-être en effet un des moins risqués, on va dire, bah on pourrait presque se dire oui, mais il y a aussi du stablecoins. Et ben quand on voit en effet des phénomènes avec le protocole aussi de Terra Luna, justement, c'est quand même assez choquant quand même, hein. On parle quand même de plusieurs milliards. Est-ce que tu as suivi toi un tout petit peu Ouais, tout ce qui j'ai s'est suivi passé? pour ID, d'ailleurs, je sais pas si peut-être je peux Oui, partager mon tu peux écran. partager ton écran, ouais. Je pense que ça va, aucun Euh, problème aussi ici. alors, attends, juste regarder. Euh, attends, juste retrouver sur ID parce que j'en publie un peu trop des articles. Mais oui, alors attends, c'est où le partage d'écran? Tout en bas normalement. Ouais. Il y a une personne dans le chat qui dit très bonne explication sur les shitcoins et bitcoin. Merci. J'ai pas utilisé le terme shitcoin, comme ça, il y avait pas de, je voulais vexer personne. Attends, parce que du coup, je partage jamais mon écran sur Google Meet, je m'excuse, hein, mais Ouais, ouais, non, ça devrait être bon. c'est dans quoi? C'est tout en bas Euh, au milieu, à côté de où tu raccroches. Ah, c'est Normalement, tu as. présenté maintenant? Ouais, Ah présenté ouais, maintenant. l'intégralité, une fenêtre. Sélectionner une fenêtre. Gna, 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 gna. Ah voilà. Je crois que là, ça va être bon. Ouais, je vais te voir comment ça donne. Ouais, on voit tout, c'est parfait. Alors, Ouais, on nous voit un petit peu moins sur les caméras, mais on se voit encore, c'est tout bon. ouais. Alors, en gros, voilà, j'ai traité le sujet parce que je trouvais que c'était passionnant. Et ce qu'il faut quand même noter, c'est que Terra USD, c'était un stablecoin particulier. Parce que c'est ce qu'on appelle un stablecoin algorithmique. Hmm. Donc, il n'était pas backé sur du dollar en réserve dans une banque, il était backé sur un protocole qui était censé, par des arbitrages un peu complexes, assurer que sa valeur serait toujours égale à 1 dollar. Donc c'était un peu une tentative, une expérience. On a d'autres stablecoins algorithmiques qui pour l'instant tiennent la route. On a le DAI, sauf erreur. Ouais, Euh, Dai, ouais. c'est une expérience en fait qui s'est effondrée. euh, que beaucoup de gens aujourd'hui disent bah de toute façon vous avez prévenu, c'était de la merde, c'était écrit d'avance et 20% de rendement sur le protocole encore, c'était forcément trop beau pour être vrai. Voilà, moi je lisais pas l'avenir, donc j'ai pas fait partie des gens qui critiquaient. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y avait comment dire, des warnings parce que un stablecoin algorithmique, par essence, pour moi, je me dis ok, c'est intéressant, mais moi les algorithmes, pour moi, ça reste quand même toujours quelque chose qui est profondément opaque. Et cette opacité, pour moi, ça me donne pas envie d'y mettre de l'argent, quoi. Hmm. Donc les gens qui ont mis de l'argent à mon avis, dans Terra USD, ils ont surtout été attirés par les rendements, qui étaient des rendements super intéressants, évidemment. Mais derrière, il y avait, pardon, là, je suis en train de partager des trucs que je ne veux pas partager. Attends, je vais couper juste ça.
Mais en gros, voilà. Enfin, il y a d'autres stablecoins. Il y a l'USDT, il y a l'USDC. Eux sont backés plus ou moins parce que pour l'USDT, il y a quand même des doutes sur une partie de l'ancrage, mais ils sont quand même backés sur des réserves sur un compte bancaire. C'est une institution centralisée, donc il y a un peu plus de entre guillemets confiance dans cette version-là de stablecoin que dans l'USD, dans le l'UST. Je Hmm. vais y arriver parce qu'il y en a tellement. Mais voilà. Donc c'est compliqué en fait. Moi, l'UST, enfin les stablecoins, j'en vois l'utilité en fait. Dans l'écosystème crypto, les stablecoins, ils ont une utilité super intéressante parce qu'ils permettent de convertir, de changer de crypto-monnaie très facilement, de rester dans le système de décentralisation, de ne pas comment dire, de ne pas prendre du dollar si on n'a pas envie d'acheter du dollar ou du franc suisse. Bref, il permet de rester dans cet écosystème et en même temps d'avoir une certaine réserve de valeur parce qu'on sait qu'il devra rester techniquement un dollar pour une unité de cette crypto stablecoin. Donc j'en vois l'utilité, mais de nouveau, euh, est-ce que ça va résister à l'épreuve du feu? Ça, j'en sais rien. Hmm. Donc l'utilité, j'en doute pas. Maintenant, la capacité à résister à des mouvements de panique, etc. On a vu l'USDT, je vais y arriver. L'USDT a un peu décroché de son peg quand il y a eu l'histoire du Terra USD. C'est quand même des signaux qui méritent, qu'il faut pas oublier en fait. Ouais, ça Ça se demande de la produit. réflexion après, c'est sûr. Et si ça se passe, est-ce que dans un plus gros mouvement de marché encore, ça pourrait se casser la figure entièrement? Bah, c'est possible. Donc il faut faire attention. Euh, Tout à voilà. fait. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention parce que finalement, à la fin de la journée, c'est vrai que bah, en fait, ce qui s'est passé historiquement maintenant sur des stablecoins, souvent, bah, en fait, on a fait des fois des dumps. USDT, je crois que c'est déjà eu moins 13%, des choses comme ça. Mm. Le DAI qui a eu moins 15% aussi avec Terra. Bah, à la fin de la journée, façon de parler, après 48 heures, hop, il est de nouveau à 1 dollar quasi. Donc en fait, c'est vrai qu'ils bah, ils vivent quand même ce moment extrêmement dur. Et puis bah, en fait, on se dit, ouais, mais si moi je hold, du coup, bah, à la fin de la journée, c'est tout bon, j'ai toujours mis 1 dollar. Par Mm. contre, il ne faut pas oublier qu'il y a le côté aussi DeFi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des Mm. fois, C'est ça. qui sont quand même aussi en collatéral aussi avec du stablecoins, avec du DAI ou bien d'autres. Et puis malheureusement, quand il y a des chutes comme ça, eh ben, en fait, le collatéral peut être liquidé, on dit, je ne sais pas exactement. Donc, Ouais, c'est liquidé, ouais. voilà, Tout à fait, exactement. ouais. Donc elles sont liquidées. Et puis bah, malheureusement, bah, en fait, on a une grosse perte à court terme pour qu'en fait, finalement, ça revient. Donc Ouais. ça reste un protocole, ça reste un dollar qui est indexé au dollar, soi-disant, mais qui peut être manipulé avec de l'argent. Peu importe qu'il Mm. y ait des dollars sur une banque. Ouais, bien sûr. Le chiffre peut être manipulé à court terme. Mm. Bien sûr. Il peut tomber à 10 centimes pour liquider des milliards peut-être en collatéral, et puis après remonter 1 dollar. Puis après on se dit Ouais. oui, mais de nouveau 1 dollar, d'accord, mais bon, moi en attendant, j'ai perdu tout mes collatérales. Ouais, ouais. Et ça fait foirer des fois aussi des protocoles, des entreprises qui sont 100% DeFi. Et tout ça, ça en fait, c'est énorme en fait. Euh, il y a ici USDT est égal Ponzi. Ouais, j'ai vu. Ouais, mais quelque part, je pense qu'il faut vraiment être conscient de ces choses-là. Il faut être Bien sûr. conscient où est-ce qu'on a notre argent. Parce que. Mais Ouais. la DeFi et tout, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a des trucs vraiment intéressants qui se passent avec ça, mais faut faire attention, quoi. Ça reste. Enfin, on est dans le milieu de la finance, quoi. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a des gens qui ont des intérêts quand même très importants dans ces Mm. domaines. Et il y a des gens qui sont capables de manipuler les marchés de manière très avancée. On est dans un domaine, dans un milieu qui est encore très peu régulé. Parce que je sais que la régulation dans le domaine des crypto-monnaies est très souvent considérée comme un gros mot. Pour moi, c'est important la régulation. Parce Mm. que la régulation, si elle est bien faite, elle permet de protéger les consommateurs tout en permettant à l'écosystème de se développer avec des bases juridiques qui sont saines et qui permettent justement d'assurer un certain niveau de confiance et de règles qui permettent aux acteurs de jouer sur des niveaux de concurrence équitables et ça bénéficie à tout le monde. S'il n'y a pas cet écosystème comment dire, de régulation, c'est la porte ouverte à tous les abus et c'est pas une bonne chose non plus. Donc, Mm. je sais que c'est un peu mal vu en ce moment là, dans le domaine crypto parce que très souvent les propositions qui sont faites par les régulateurs sont soit trop excessives, soit à côté de la plaque. Mais en soi, il y a un besoin de régulation aujourd'hui. Et la finance décentralisée, qu'on essaie de nous vendre comme une révolution, oui, alors sur son fonctionnement technique, c'est une révolution, mais c'est quand même de la finance, quoi. Et la finance en tant que telle, c'est un secteur qui est particulièrement régulé. Et il faudrait que la finance décentralisée le soit aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que la finance décentralisée ne soit pas régulée au même titre que la finance Mm. traditionnelle. Et de cette manière, il faut protéger aussi les consommateurs. Parce que comme tu disais, des manipulations de cours, c'est toujours possible.
Et puis, c'est un jeu dangereux. Il y a de la gamification, on en parle beaucoup aujourd'hui. On utilise beaucoup la gamification pour vendre de manière sexy des outils de finance décentralisée complexes. Euh, oui, derrière il y a un côté ludique, oui, mais les gars, derrière, ça reste quand même de la finance. Et derrière, c'est vos économies. Donc, c'est sympa de jouer avec votre argent, mais à un moment donné, votre argent, c'est ce qui vous permet de vivre. Donc, attention à ne pas jouer avec votre argent n'importe comment. Mm. Donc, moi, je suis très intéressé d'un point de vue, j'ai une grande curiosité intellectuelle pour tous ces sujets, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours des risques, quoi. Et c'est Mm. ces risques-là qu'il faut mettre en avant. Et oui, s'il y a des gens qui ont de l'argent à perdre, oui, s'il y a des gens qui veulent jouer avec leur argent parce qu'ils en ont les moyens, so be it, moi j'ai rien à dire. Mais pour les gens qui ont peu de moyens et qui se laissent embarquer là-dedans, moi je leur dis attention. Mm. Parce Tout- que à la fin de la soirée, quand vous avez perdu toutes vos économies, il y a personne qui va vous les sauver. mm. Et c'est intéressant quand même dans ce domaine des cryptos, c'est qu'aujourd'hui on assiste à une remise en cause fondamentale des intermédiaires. On parle des banques, des gouvernements, etc. Mais en fond, il y a toujours des intermédiaires. On en discutait en préparation tout à l'heure. Pour moi, l'intermédiaire, c'est ok, c'est plus les banques, ok, c'est plus la garantie d'un système politique monétaire stable, mais c'est la technologie. Et la technologie, elle peut être truquée, elle peut échouer. Donc, il y a toujours une forme de confiance. Et il faut juste savoir dans quoi on met sa confiance. Mm. Et quand on met sa confiance quelque part, il faut avoir conscience qu'on peut être déçu parce que la confiance, c'est quelque chose qui est dur à donner, mais qui se perd très vite. Donc voilà, il faut toujours avoir conscience qu'il n'y a pas de solution magique, que les algorithmes, c'est bien joli, mais c'est pas de la magie non plus. Donc il peut toujours y avoir des failles dans le code, etc. Il peut y avoir des manipulations. Et l'essentiel, c'est de se rappeler que le monde évolue très vite, que les choses vont très vite, mais que la sécurité, la résilience, euh, la, la, la confiance, ça se base sur des années, sur des Mm. décennies. Et Bitcoin, qui a 13 ans d'existence, est encore dans une phase où il doit démontrer sa résilience, etc. Donc imaginez que des protocoles qui ont vu le jour il y a 2 ans et qui reçoivent des milliards, parce que Terra USD, c'était avec Luna, je crois que c'était 50 milliards de capitalisation. Un petit peu, Et ouais. imaginez 50 milliards en 3 ans, ce que ça représente. Donc voilà, il y a des choses qui se passent, mais n'oublions jamais que 3 ans sur une échelle de la vie d'une technologie et la vie d'un produit financier, c'est très court en fait. C'est extrêmement court, hein. Surtout que le fondateur avait déjà fait un stablecoin qui s'était déjà écroulé. Oui, Et puis, et sous anonymat d'ailleurs. Enfin, ouais, il avait un pseudo et on ignorait que c'était lui jusqu'à récemment. Ouais. ouais, c'est fou, hein. C'est la preuve qu'avec, même malgré une capitalisation à plus de 40 milliards, en effet, ou 50 milliards, eh ben, il n'y a pas les recherches nécessaires des fois qui sont faites, et puis les expositions, et puis la mise en avant. Alors, on a eu certaines personnes, hein, qui ont déjà parlé de Terra Luna depuis bientôt une année, qui ont Ouais, prévenu les gens, hein, donc, il n'y a pas que des gens qui allaient en mode FOMO. Il y a des gens qui étaient en train d'essayer de prévenir quand même aussi les gens en disant de faire attention. Malheureusement, quand on a des chiffres, malheureusement, quand on fait des promesses, eh ben, des fois, ça se vend d'une manière bien plus simple que des, de faire en sorte que les gens, bah, soient beaucoup plus sécurisés. Tout ce qui est sécurité, les gens ils font vraiment pas vraiment si attention que ça. j'ai Dans le chat, l'impression qu'il y a il y a ouais, quelqu'un que je connais dans le chat, je crois. ouais, je voulais dire. Topol me fait penser à quelqu'un qu'on connaît, ouais. Ouais, Avec quand sa tu vois manière plus un sur d'écrire. la régulation, sauf quand tu es en France ou chez ce camarade Poutine, tu sais tout de suite qui ça. Ah oui, 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 effectivement, c'est un ami commun, ouais. Exact. Mais globalement, qu'est-ce que tu disais? Attends, parce que là j'ai perdu le fil avec Paul Sur, Tour. ouais, sur la sécurité, mais je voulais rebondir en fait sur ce que tu avais dit aussi en rapport avec la régulation en fait, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment super importante quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on souhaite pas avoir trop de régulation non plus, c'est sûr, c'est un petit peu le monde que tout le monde souhaiterait avoir. Le monde du DeFi, moi je le vois avec beaucoup de régulation sur le long terme aussi, je pense que c'est extrêmement important. Euh, mais est-ce que toi tu suis un tout petit peu tout ce qui se passe sur le côté des CBDC, avec Mika, des choses comme ça? Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu de ta Euh, vision aujourd'hui? bon, les CBDC, j'ai pas suivi de ça de très près parce que j'avoue que pour l'instant c'est encore beaucoup à l'étude, hein. Bien sûr. Bon, il y a le yuan numérique, ok, ça c'est la chose la plus probante qu'on a actuellement. Mais globalement, pour moi, les CBDC, ça reste encore un peu à l'ébauche. On a vu des tentatives, hein. Je crois que la Banque de France s'est alliée avec la Banque nationale suisse. Ils ont tenté quelque chose, mais ils ont dit que ça avait très bien fonctionné, mais que c'était qu'un test. Donc pour l'instant, ils font rien. Donc on sait que les États regardent ça d'un œil avisé. Ils font semblant de ne pas y toucher, mais ils sont à fond dedans.
Qu'est-ce que ça va donner à l'avenir? Je sais pas. Je sais pas. Ça va être important. Ça va être inquiétant aussi parce que une CBDC, c'est quand même la promesse d'un monde dystopique, quoi. Faut revenir à ce que c'est. Une CBDC, c'est une monnaie numérique traçable par un gouvernement qui peut savoir tout ce que vous faites avec votre argent. Fondamentalement, CBDC pour moi, c'est no way en fait. Mm. Donc ça m'inquiète en fait en tant que citoyen, je suis Mm. plutôt inquiet par cette promesse de monnaie numérique centralisée. Pour moi, avec la blockchain, pour moi, c'est vraiment le pire des deux mondes, quoi. Et Mais pour rebondir, si j'ose vite rapidement sur ce ouais, que tu viens de dire, entre ce que tu souhaiterais voir dans l'avenir, en effet, peut-être que, voilà, que tu veux aussi de l'anonymat, comme typiquement moi aussi, je préfère bien avoir de l'anonymat pour beaucoup de choses différentes, puis que les CBDC, en effet, c'est vraiment pas du tout ce qu'on souhaite avoir. On sait aujourd'hui quand même où est le pouvoir, malheureusement. Est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, que les CBDC peut avoir un impact énorme sur le Bitcoin, peut-être à long terme, puis que finalement, bah, en fait, il y aura les CBDC qui vont prendre tout le pouvoir? je sais pas. Je sais pas, c'est difficile à dire. Ouais. Euh, Ça dépend des pays. Je sais pas, peut-être que dans un pays, dans les pays démocratiques, ce sera plus compliqué d'imposer ces monnaies numériques. Je pense qu'elles seront en compétition avec d'autres, et c'est les usages qui vont déterminer ce qui est le plus, ce que les gens vont adopter. Mais dans des pays, enfin, pardon, pas démocratiques, autocratiques comme la Chine et compagnie, imposer ce genre de monnaie, ce sera beaucoup plus facile. Et là, on pourrait assister à des choses qui ne seront pas forcément très belles à voir. Maintenant, euh, moi, je me méfie. Je suis fondamentalement bercé d'illusions cypherpunk, enfin d'idéaux cypherpunk et compagnie. Je crois que l'illusion est un terme, c'est un lapsus révélateur en fait. Parce qu'on a beaucoup tous cette vision d'Internet, enfin du Web 3, un peu comme l'Internet à ses départs il y a 20 ans. Euh, Moi, je sais comment ça se finit, quoi. Ça se Mm. finit avec toujours plus d'intermédiation, toujours plus d'acteurs qui prennent des portions entières des marchés pour centraliser. Les gens, au départ, sont tous très motivés par la décentralisation, mais quand on leur explique que c'est quand même pas quelque chose de facile à gérer soi-même, et que ça demande du temps, de l'énergie, des connaissances, et qu'à côté de ça, ils ont leur vie de tous les jours à gérer, leur famille, leur quotidien, leur travail, bah, ils ont plus le temps pour ça, donc bah, ils passent par des intermédiaires qui vont leur faciliter la vie, ce qui est compréhensible. Et du coup, moi, ce qui me fait peur, c'est que dans toutes ces crypto-monnaies enfin, en tout cas même dans le Bitcoin, qui en soi est un projet magnifique, on se retrouve quand même avec une intermédiation qui va pas régler les problèmes que c'est censé régler à la base. Mm. Et la preuve en est, c'est que si on regarde les NFT, OpenSea, la place que ça prend aujourd'hui, si on regarde les nœuds Bitcoin, c'est quand même essentiellement hébergé, à mon avis, sur Amazon Web Services et sur d'autres clouds de géants du numérique. Donc, il y a plein de questions passionnantes qui se posent d'un point de vue géopolitique aujourd'hui, y compris en matière de crypto-monnaie, décentralisation, reprise du pouvoir pour l'individu et tout, échange de valeurs sans intermédiaire de confiance. Tout ça, moi, j'y crois à fond. Mais il y a une réalité derrière, et cette réalité, c'est qu'il y a des enjeux de pouvoir. Et aujourd'hui, Bitcoin, c'est un enjeu de pouvoir, comme d'autres crypto-monnaies. Et cet enjeu de pouvoir, il est pas il peut être à la merci d'une défaite des gens qui croient que ça peut devenir quelque chose qui redonne du pouvoir aux gens. Mm. Et on est aujourd'hui dans des moments charnières où l'écosystème se construit et où certains tentent d'en prendre des portions entières du pouvoir, quoi. Mm. Ouais, tout à fait. Non, c'est très bien dit, en effet. Je suis tout à fait d'accord. Et ici, je pense que tu connais aussi, toi, Jay-Z Crypto. Que Ouais, tu connais. En effet, il y a un trader expérimenté, un certain Jay-Z Crypto, m'a dit que les CBDC et donc Quant Network, sont l'avenir. Qu'est-ce que ouais. tu connais un petit peu Quant Network? J'ai vite fait regarder, j'ai vu qu'il y avait derrière un grand gourou qui était réputé pour comment dire, le développement de normes ISO depuis 30 ans, qu'il a développé la blockchain et tout. Moi, ce que j'ai noté en lisant ça, hein, je me suis pas vraiment intéressé, mais c'est que la blockchain, oui, ça existe depuis 30 ans. La blockchain, ça n'avait pas d'utilité jusqu'à Bitcoin. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de blockchain, mais ils savent pas vraiment de quoi ils parlent, je pense, parce que en soi, blockchain, c'est un registre distribué, et si elle est privée, si elle n'a pas un modèle de consensus aussi intelligent que Bitcoin et résilient, c'est une base de données en moins efficiente parce que finalement tu peux mettre moins de données sur ta base de données par bloc et tout parce que c'est voilà. Enfin, pour moi, Quant, je me méfie quoi. Surtout quand je vois qu'il y a plein de YouTubeurs derrière
qui défendent ça et qui nous vendent. Déjà, je me méfie toujours des projets qui sont liés à un gourou. Mm. Parce que ce gourou a toujours une puissance phénoménale sur l'avenir du projet. Je sais que je vais énerver des gens, mais pour moi, Ethereum est toujours lié à Vitalik Buterin. Qu'on aime ou pas le personnage, moi j'ai rien contre lui, je pense qu'il a des positions super intéressantes, mais ça reste lui fondamentalement qui a une énorme influence sur l'avenir d'Ethereum. Et en soi, philosophiquement, ça correspond pas totalement à ce qu'on essaie de promouvoir avec les crypto-monnaies, quoi. Mhm. Donc, je me méfie de toutes les technologies qui sont associées trop fortement à des personnalités, quelles qu'elles soient, quel que soit leur mérite. Et Quant, visiblement, est vraiment basé sur l'expertise de ce bonhomme que je ne connais pas, donc je ne veux pas en dire du mal. Mais quand on arrive avec un projet et qu'on me dit attention, c'est génial parce qu'il y a ce gars dedans, moi je dis non. Mm. Moi je dis non, non, le projet il est bien parce qu'on prouve qu'il est bien, pas parce qu'un tel a fait quelque chose. Des prix Nobel qui tiennent des théories complotistes à la télé, alors qu'ils ont des expertises dans leur domaine d'activité, on en connaît plein aussi. Bien Donc sûr. l'expertise en soi n'est pas un gage de qualité, et des projets comme Quant ou d'autres, hein, voilà, le maître mot, c'est méfiance, quoi. Mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Si tu parles donc de Gilbert, c'est ça, hein, je crois qu'il s'appelle. C'est ça, ouais, je crois, un Ouais, truc comme ça, ouais. je sais plus Et son j'ai nom de vu qu'il famille. avait toute une base d'aficionados qui sont convaincus qu'il avait inventé des normes indispensables. Moi, je remets pas en question ses compétences, mais ce besoin d'aller chercher des gens crédules parce qu'on leur présente un type que moi je connais pas et qu'on me dit ce gars est formidable, achète du camp parce que c'est l'avenir. Moi, il y a des warnings, quoi. Et je me Mm. dis, oula, les gars, vous me la faites pas. Moi, je mettrai jamais d'argent là-dedans. Peut-être que dans 20 ans, je me dirais, bon, bah, je me suis gouré. Mais je Mm. préfère avoir tort dans 20 ans et de passer à côté d'une opportunité que d'avoir saisi le ballon trop vite et puis d'avoir perdu toutes mes billes, quoi. Mm. Donc voilà, je pense que c'est une question de calcul. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis pas là pour influencer le comportement des gens, mais moi, en tant que journaliste, mon travail, c'est aussi de regarder les faits. Et quand aucun fait ne plaide pour la stabilité de quelque chose, c'est aussi mon devoir de dire attention. Ça veut Mm. pas dire que j'ai raison, ça veut pas dire que Quant c'est un mauvais projet. Ça veut juste dire que on n'a pas de recul, qu'il y a des choses qui sont un peu obscures et que dans ce contexte, il faut faire attention. Ok, magnifique. C'est très bien dit. Et puis, il y a une petite question ici. Donc, tu es injuste dans le Bitcoin. Parce que tu l'as dit donc au tout début, mais peut-être pour répéter pour les personnes qui nous rejoignent peut-être maintenant, en effet. Donc, toi qui es journaliste aujourd'hui, qui aime beaucoup le Bitcoin, qui parle quand même beaucoup de la régulation, de la protection des données, cyber attack, etc. Est-ce que tu possèdes beaucoup de Bitcoin? Non, moi attends, j'ai pas mon téléphone, ce qui est en train de charger. Mais j'ai un wallet. J'ai deux wallets. J'ai un Phoenix et un Blue Wallet. Et dessus, je dois avoir 10 balles en francs suisses de Bitcoin, quoi. J'ai mis un peu d'argent, j'ai mis 100 balles à enfin, une fois 50, une fois 50, pour tester la tech, parce que ça m'intéressait, pour faire des achats avec Lightning Network, parce que je trouvais intéressant de voir comment ça fonctionnait. J'ai acheté une affiche du Paradigme Bitcoin, qui est un événement qui va se tenir à Neuchâtel. J'ai payé ma cotisation pour le cercle du coin, et puis c'est tout. Et pour l'instant, je me fais violence, mais je veux pas acheter des bitcoins parce que je veux rester indépendant en fait de Mm. ce sujet que je traite dans mon travail pour essayer d'être le plus honnête possible. J'ai des biais comme tout le monde, hein. Moi, je considère pas que les journalistes sont objectifs. Je pense que les journalistes font de leur mieux, mais ils ont leur propre mode de pensée, ils ont leur propre expérience de la vie, qui influence aussi leur représentation du monde. Donc moi, j'ai la mienne. Euh, je sais que je suis perfectible, j'ai pas la vérité, mais j'essaie de faire mon travail le plus honnêtement possible. Et cette honnêteté, je pense, passe par le fait de ne pas être mouillé Mm. financièrement dans quelque chose que je pourrais être amené à devoir critiquer un jour. Ce qui est peut-être, j'espère que ce sera pas le cas. Euh, je suis d'autant plus aisé de le dire que je pense que je suis plutôt maximaliste Bitcoin parce que j'en tiens pas. Donc c'est pour moi encore plus facile de le dire. C'est que pour l'instant, je crois beaucoup en Bitcoin parce que je trouve vraiment intéressant comme projet. Mais comme j'ai pas d'argent dedans, bah, pour moi, si demain ça tombe, c'est pas grave en fait. Mm. Donc je pourrais critiquer ce projet avec du recul parce que j'aurais pas intérêt à ce qu'il remonte. Ouais, c'est tout à fait juste. C'est exactement ça. Et puis, je pense que ça.
ça a un impact énorme psychologique de nouveau, hein, le fait de ne pas en posséder. Parce qu'automatiquement, je pense, enfin, on est tous humains. Après, c'est sûr que si on a pour 100 dollars ou 200 dollars, ça va peut-être pas changer énormément sur la façon qu'on parle, mais du moment qu'on a peut-être beaucoup d'argent, dépendant de la personne, hein, on peut avoir 100 000, Ouais. 1 million ou bien plus, c'est vrai que je pense que ça peut avoir un impact direct. Et en tant que journaliste, on doit essayer de rester le plus neutre quand même normalement possible et de donner un avis neutre. Donc, Après, alors il y a plusieurs choses à dire parce que, bon, d'une part, quel journaliste aujourd'hui annonce qu'il n'a pas de Bitcoin quand il traite un sujet? Parce qu'il y a quand même un écosystème de presse spécialisée qui, pour moi, me pose vraiment problème parce que c'est pas clair, c'est opaque et c'est très souvent les mecs ils font des articles sur des sujets, des technologies qui sont émergentes et qui ont encore fait aucune preuve et ils en vantent les mérites. Donc tous ces médias spécialisés ont probablement plein de qualités, mais il y a aussi tout un modèle économique derrière qui est pas très clair. Il y a des journalistes aujourd'hui qui parlent de Bitcoin, qui sont très connus. On ne sait pas s'ils possèdent ou pas beaucoup d'argent. Pour moi, c'est un problème de confiance. mm, Ensuite, autre aspect, on pourrait être tenté de me dire, et qui serait tout à fait vrai, il y a des journalistes qui parlent du dollar et qui ont des dollars. Donc, pourquoi j'aurais pas de Bitcoin? Et fondamentalement, en fait, j'ai pas vraiment de réponse à ça, parce que c'est vrai, en fait. Pourquoi je m'achèterais, enfin, pourquoi j'aurais pas des bitcoins si on peut détenir du dollar en parlant du dollar? Fondamentalement, je ne saurais pas tout à fait quoi répondre, en fait. Parce que bitcoin reste un support de valeur, et ce support de valeur, bah, si j'estime que je peux en avoir, enfin, si je peux en avoir dans mon portefeuille, why not? Mais pour moi, c'est mon choix, c'est une question de transparence que j'ai avec mon lectorat. Donc voilà, c'est un choix personnel. Je pense que d'autres auraient d'autres arguments. Mais en soi, moi, je suis quand même inquiet de voir que il y a tout un écosystème de médias crypto spécialisés qui, qui sont en fait pieds et poings liés sans qu'on sache vraiment où et quand. Voilà. Et comment et à quel point. Donc, je pense que c'est important d'avoir des médias qui essayent d'apporter de la transparence. Ça ne veut pas dire que je traiterai mieux les sujets que les autres, hein. Je ne veux pas tirer la couverture à moi. Ça veut juste dire que j'ai pas de Bitcoin. Après, les gens en tirent la conclusion qu'ils veulent, en fait. mm. Ah, tout à fait, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on ne le retrouve pas beaucoup. Nous, on en parle beaucoup souvent, enfin, on en parle souvent ici, hein. C'est vrai que malheureusement, bah, on retrouve beaucoup trop de vidéos, quand même beaucoup moins, je dirais quand même que l'époque. De ce que je me rappelle, 2017, c'était vraiment l'horreur, pour être honnête. 2018, c'était encore pire, je crois. Mais en effet, on avait un tas de personnes qui venaient parler de blockchain, de crypto-monnaie, de bitcoin sans réellement connaître, ben, vraiment avec aucune connaissance, hein, et puis qui chillaient absolument tous les projets parce que ben, en fait, il y a malheureusement beaucoup trop d'argent à se faire en tant qu'influenceur aujourd'hui sur le C'est ça. net. C'est ça. Les prix sont absurdes, puis moi je peux le dire parce que je connais exactement tous les prix qu'il y a maintenant sur le marché. Je connais les prix de presque tous les influenceurs aujourd'hui sur le marché aussi. Combien d'argent ils peuvent demander pour une interview, combien d'argent ils peuvent demander Ouais. pour créer un article, des choses comme ça. Et quand on voit en effet ces prix-là, bah, malheureusement, c'est un gros business. C'est comme demain un projet qui vient et puis il veut lever des fonds avec un projet, puis il va mettre des promesses, il va créer un protocole, créer un white paper ou peu importe, mais sans vraiment se dire que bah, le but c'est vraiment de changer quelque chose, mais plutôt ouais, on va essayer de gagner de l'argent ici. Et des influenceurs peuvent le faire partout dans le monde quand ils le souhaitent, grâce au réseau, grâce à une webcam et puis grâce à un ordinateur. Donc, Ouais, et puis étonnamment, les influenceurs, quand ils présentent sur YouTube leur monnaie, ils font pas une analyse du white paper, hein. Ils te disent c'est génial, achète quoi. Enfin, grossièrement, c'est ça. ils regardent Euh, rien. ouais, ils s'en foutent. Mais c'est dramatique en fait. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rappeler aux gens que. Mais c'est le risque. On est dans quelque chose qui est dans la dimension de la psychologie en fait. On sait que l'être humain est fragile, est faillible, et des gens jouent sur la peur de manquer, sur la peur voilà, de rater l'opportunité du siècle. Mm. Mais il y a une règle en économie qui ne changera jamais. Il n'y a pas d'argent magique. On ne crée pas de la richesse magiquement, quoi. C'est pas parce que tu mets 10 balles dans un. Il y a des gens à qui ça arrive, qui ont mis 10 balles qui ont mis 100 balles dans le Bitcoin il y a 10 ans, qui se retrouvent aujourd'hui avec 200 000 balles ou 1 million. Ok, mais globalement, c'est une minorité et c'est pas en étant early adopter sur une crypto tous les matins
que vous allez maximiser vos chances de tirer le gros lot, quoi. Parce que moi, j'ai mon père, il joue au loto depuis des années, il a jamais rien gagné. Oui, 100% des joueurs, 100% des gagnants ont joué, ça c'est le slogan de la loterie en Suisse romande. Ok, mais qui a perdu derrière? Qui sont les gens qui ont mis de la valeur, qui ont alimenté le système et dont l'argent s'est retrouvé dans la poche de ceux qui ont réussi à la fin? Donc voilà, c'est l'argent, il sort pas par magie de la poche des gens, il se crée pas par magie. Donc il faut rester conscient, voilà, Mm. que c'est un système qui embarque certes plein de concepts philosophiques super intéressants, qu'il y a plein de projets derrière, que ça pourrait offrir des opportunités pour les individus, pour une libération de l'individu, mais à la fin, ça reste quand même de l'argent. Et l'argent, c'est un terreau de pouvoir phénoménal, et tout le monde ne joue pas à armes égales dans ce domaine. Donc voilà, c'est si vous croyez en la tech, si vous croyez dans la philosophie qu'il y a derrière, moi je dis, mais je suis derrière avec vous, quoi, Mhm. parce que j'y crois aussi. Mais attention, voilà, je l'ai beaucoup répété ce soir, mais c'est un peu mon message dans mon travail, c'est n'oubliez pas les risques en fait. Mm. Et ne soyez pas trop hâtif dans vos choix, quoi. Parce que si vous ratez une opportunité, au fond, c'est pas grave. Votre vie, vous ne savez pas ce qu'elle aurait été votre vie si vous l'aviez prise, cette opportunité. Par contre, si vous prenez une opportunité trop tôt et que vous foutez en l'air votre vie pour ça, là, par contre, vous allez avoir des regrets. Mm. Avoir des regrets de quelque chose qui s'est pas produit, ok, so be it, mais avoir des regrets sur quelque chose qu'on a fait soi-même et qu'on s'est fait avoir, ça c'est plus dur à vivre, je pense. Mm. Ah, je suis tout à fait d'accord, c'est exactement ça. Et malheureusement, la majorité des gens qui sont aujourd'hui dans la crypto-monnaie sont ici pour la spéculation et pas pour la tech. Ça, il faut pas, ça on Oui, le mais c'est sait quand même normal. aussi, Enfin, hein. c'est absolument normal en fait. Enfin, Mm. les spéculateurs, à leur manière, permettent aussi d'augmenter l'adoption de Bitcoin à terme. Donc, ils ont aussi un rôle dans l'écosystème. Mais les spéculateurs, quand c'est des mecs qui ont beaucoup d'argent dans leur portefeuille et qu'ils s'exposent pas trop, c'est une chose. Mais quand cet investisseur, c'est ma voisine, et qu'il a mis 10 000 balles de ses économies personnelles là-dedans, puis qu'elle les perd un matin, c'est autre chose, quoi. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est exactement ça, ouais. Puis malheureusement, ça, c'est souvent arrivé à cause des personnes qui influencent certaines personnes qui n'ont pas la connaissance technique ou bien qui n'ont aucune connaissance dans la crypto-monnaie puis qui vont déposer des billes à cause d'une personne voilà, qui a dit une certaine chose. Et ça, c'est très mal. Et puis, pour revenir justement un tout petit peu sur ce qu'on disait juste avant, le gros problème qu'on a aujourd'hui, parce que moi, je ne suis pas contre une personne qui va gagner de l'argent pour travailler avec un projet dans le monde de la crypto-monnaie. Par contre, il faut qu'il le dise. En tant que influenceur, je trouve que c'est une personne qui doit dire je suis sponsorisé, j'ai été payé Ouais, pour. Et ça, ça n'arrivera malheureusement, ça jamais, se ça. fait à peu près une fois sur 10 de ma connaissance, de ce que je vois sur les vidéos aujourd'hui sur le net et que je sais qu'ils ont été payés, et puis encore en plus de ce qu'on peut aller retrouver sur la blockchain. Malheureusement, ça se fait à peu près une fois sur 10 où l'influenceur va dire je suis sponsorisé ou j'ai été payé par ce projet pour vous faire de la publicité ce soir. Mais Et en ça, c'est fait, triste. les gens qui annoncent leur sponsoring, déjà en général, ils vont pas choisir des sponsors un peu bizarres. Mm. Euh, on est dans une industrie enfin, c'est préoccupant quand même tout ça. Quand on Ouais. voit, mais même dans le jeu vidéo, enfin, ou dans les VPN, NordVPN est partout. Enfin, prenons l'exemple de NordVPN, ça change un peu de la crypto, mais NordVPN c'est quand même fabuleux. Les mecs arrivent à sponsoriser tous les principaux youtubeurs francophones, parce que j'ai pas trop regardé encore côté États-Unis, mais NordVPN te vend un, un, un service qu'ils survendent pour une utilité, franchement, toi, au quotidien, en tant que particulier, ton VPN, tu n'en as pas vraiment besoin, quoi. Mm. Donc, on te survend des risques de cyberattaque et compagnie, on te dit ça va te protéger contre tout, enfin bref. Et aujourd'hui, les influenceurs, les youtubeurs, les créateurs de contenu, ils ont un rôle tellement important dans la façon dont les gens se font avoir. C'est un peu, enfin, en fait, c'est triste parce que tu as quelques créateurs de contenu qui font un travail super important, qui sont franchement, qui n'ont pas à pâlir de ce que font les journalistes, quoi. Ils sont super qualitatifs, ils ont une réelle honnêteté, ils produisent des contenus de haute qualité, enfin, vraiment incroyable, les gars. Et ils sont juste, voilà,
leur travail est mal vu parce qu'il y a une bande de salauds en fait qui profitent de la vulnérabilité des gens pour se faire du fric, quoi. Mm, Et c'est malheureux en fait. Parce que ça profite à personne, ça. Ça mm. profite qu'à ces gens-là en fait. Ouais, exactement. Et pour rebondir du coup sur un petit peu un sujet que tu abordes quand même aussi, et puis qu'on n'a peut-être pas encore trop discuté ce soir, c'est la protection des données. Est-ce que tu Ouais. peux nous en dire un petit peu plus, toi, là-dessus, de ta connaissance? Qu'est-ce que c'est déjà la protection des données, peut-être, pour ceux qui ne savent pas trop? Bah, là, en ce moment, on peut prendre un exemple, mais qu'est-ce que la protection des données? C'est de pas savoir qu'en ce moment, vous êtes sur Twitch en train de regarder Grégoire Barbet et Anthony qui parlent de crypto-monnaie, alors que là, Twitch a récolté cette information, il peut peut-être en faire quelque chose, il peut peut-être deviner que la prochaine fois que vous connectez à Twitch, un influenceur crypto, ça va vous intéresser, donc il va vous le mettre sur votre page d'accueil. La protection des données, en fait, c'est quelque chose de très simple. C'est aujourd'hui, si demain matin, il y a un mec qui vient chez vous et qui regarde tout ce que vous faites, vous allez lui dire non. Pourtant, tous les matins, Google regarde ce que vous faites chez vous, sans même que vous le remarquiez. Et en plus de ça, vous allez chez Google et vous dites, ok les gars, mais je le fais aussi, hein, je ne veux pas critiquer les gens qui le font, mais ok les gars, moi j'aime bien vos services, alors on continue comme ça, quoi. La protection des données, c'est en fait simplement essayer de protéger nos droits dans le numérique, notre droit à la vie privée, notre droit à l'anonymat. Et c'est, à mon avis, fondamental parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on valorise. En fait, on est dans un monde où des entreprises qu'on ne connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler, possèdent sur nous plus d'informations que notre femme, que nos amis, que notre employeur. On est dans un monde asymétrique. Là, c'est vraiment quand même important de rappeler cette asymétrie. C'est-à-dire que ces entreprises possèdent plus d'informations que nous, on en a sur elles, et elles ont la capacité aujourd'hui d'influencer tous nos comportements de manière toujours plus efficace parce que ça alimente des modèles mathématiques qui sont de plus en plus performants, qui font de moins en moins d'erreurs. Et même si ces modèles mathématiques font 90% d'erreurs sur les 10% de gens qui vont céder, changer leurs habitudes de comportement parce qu'ils ont été influencés par une entreprise, 10%, c'est énorme, quoi. Mm. Donc, on est dans un monde où les données sont devenues un enjeu de pouvoir et où l'individu est dépossédé d'une partie de son individualité, de son être, pour servir des intérêts économiques, financiers, mais aussi politiques. Et c'est vraiment préoccupant parce que on a on peut plus s'en protéger aujourd'hui. Et ça va tellement loin que on est à poil en fait. En permanence, on est transparent. Et ce qui est d'autant plus dramatique, c'est qu'en plus, on peut utiliser ces informations, dresser un profil de nous, et ce profil de nous ne sera pas complètement accurate, enfin précis, mais il va nous coller à la peau pendant des années parce que ces profils clients, ils restent, ils sont utilisés par d'autres entreprises, et on va se faire une fausse idée de nous. Les algorithmes vont prendre des décisions pour nous sur la base d'un profil qui est peut-être pas 100% parfait parce que la technologie est en pleine évolution, et ça va conditionner des accès, ça va conditionner des droits, ça va conditionner notre avenir, et on n'a aucun droit de recours dessus. Donc en fait, pour moi, la protection des données, c'est simplement essayer de trouver dans cet univers en pleine évolution une régulation qui permette de protéger les droits fondamentaux de l'individu, de la même manière qu'on a essayé de faire en sorte que les gens ne soient plus des esclaves. On a inventé le salariat, qui est une forme d'esclavagisme, mais avec des droits. Et aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle forme de réflexion dans la donnée pour essayer d'éviter que les gens soient des objets, en fait, Mm. et non plus des sujets de droit, quoi. Donc le mouvement un tout petit peu cypherpunk, entre autres aussi Bitcoin aujourd'hui, te plaît beaucoup aussi pour ces raisons-là, entre l'anonymat et puis... ou... Oui, oui, bien sûr. Bah, je trouve très intéressant d'avoir cet anonymat qui est en plus contrebalancé quand même. Et c'est ça qui est assez formidable, c'est que Bitcoin est anonyme pour les gens comme moi, comme les gens qui me suivent ici, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Leurs transactions, elles vont passer inaperçues. Par contre, les transactions d'oligarques russes, des transactions de grandes baleines, comme on dit, elles vont attirer l'attention et potentiellement, elles vont permettre de déjouer des mauvais coups. Donc, je trouve intéressant en fait cette espèce d'équilibre entre anonymat, transparence, euh, toute la logique, la philosophie qui derrière me parle évidemment, ouais, bien sûr. Mm. Ouais, et puis surtout que si, quand on parle de protection de données,
Euh, je pense qu'on peut aussi parler un tout petit peu de monétisation, parce que c'est vrai que bah, aujourd'hui, en fait, les données, malheureusement, enfin, c'est quelque chose non seulement qui a une valeur énorme aujourd'hui dans le monde, des données personnelles, juste des données d'une seule personne, ça vaut pas grand-chose hein, sur le net, mais quand on les rassemble ensemble et puis on les met dans un algorithme, bah, ça C'est vaut ça. vite beaucoup d'argent. Et C'est ça, puis, t'as raison. Une donnée en soi, elle n'a pas de valeur. exact. C'est sa mise en relation avec d'autres données qui est valorisée. Exact. Et puis bah, ça fait déjà depuis les Premières Guerres mondiales hein, que les données sont très puissantes aussi et ça peut être vite dangereux aussi. Et puis malheureusement, aujourd'hui, on a des monopoles aussi qui peuvent faire beaucoup de choses, même de mauvais, enfin prendre de mauvaises décisions finalement avec ces données-là. Qu'au final, bah, même qu'il y ait des contrats ou peu importe, ils ont ces données. Hein, ils peuvent clairement faire quelque chose qui est un petit peu Puis contre les l'information, contrats. c'est le pouvoir, en fait. Ça fait des siècles qu'on le répète, Ah, ça bien n'a pas sûr. changé, sauf qu'aujourd'hui, il y a plus d'informations qu'il n'y en a jamais eu, et on a des technologies qui permettent de traiter cette information qui est pléthorique à une vitesse qui est phénoménale. Hmm. Donc, on a juste changé d'échelle, donc le danger est beaucoup plus important, mais la nature du danger est toujours la même. C'est-à-dire que le danger, c'est que minorités détiennent plus de pouvoir et la majorité en a toujours moins. Hmm. Fondamentalement, la nature du combat, elle n'a pas changé. Simplement, aujourd'hui, on leur a donné disons ils sont en train d'obtenir des outils qui leur permettent en fait d'être dans des délires pas croyables. Quand on pense au métavers, pour revenir là-dessus, parce que le métavers finalement c'est aussi un truc dystopique. Si tu penses en termes de données personnelles, c'est préoccupant. Mais métavers, on popularise le terme qui est issu d'un livre de science-fiction. Ce terme ça vient du livre, je l'ai sur ma bibliothèque, le Samouraï virtuel. Le Hmm. Samouraï virtuel de Neil Stephenson, qui a quand même je crois qu'il a 20 ans ce bouquin, peut-être 30. Il présentait le métavers comme une dimension dystopique dans laquelle des grandes entreprises avaient pris le pouvoir, des espèces de mafia pas croyables, et puis une accaparation du pouvoir en fait dans un monde virtuel partagé, permanent. Et aujourd'hui, qu'est-ce que font les grandes boîtes? Elles nous proposent le métavers. C'est-à-dire qu'elles utilisent ce terme dystopique pour nous vendre leurs projets. Quand même, il y a de quoi se poser des questions, quoi. Et nous, on est tous là à dire génial, le métavers. Je vais aller me connecter avec mes potes, on va s'acheter des trucs sur Fortnite, on va aller regarder des concerts. Ok. Voilà, moi je suis un sceptique, je suis un amoureux de technologie et en même temps un grand sceptique. C'est-à-dire que pour moi, la technologie, elle a plein d'intérêts, elle a plein de qualités, mais il y a aussi toujours une question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle est vraiment indispensable? Hmm. Et ça, je pense que fondamentalement, c'est un de nos problèmes philosophiques pour ces prochaines décennies. Est-ce que c'est parce que quelque chose est réalisable d'un point de vue technologique qu'il faut le faire absolument? Hmm. Est-ce que parce que c'est possible, il faut le faire? C'est une vraie question et notre société, elle va devoir le C'est vrai. trancher, ça. Elle va devoir le trancher parce que c'est pas parce qu'on peut rentrer chez les gens par effraction sans qu'ils en aient même conscience grâce aux données personnelles qu'il faut le faire. C'est pas parce que la reconnaissance faciale pourrait nous permettre d'empêcher le terrorisme tout en fichant toute la population qu'il faut forcément le faire. On est dans une période où tout va très vite, où les usages se développent à une vitesse aussi très folle, mais où il faut qu'on prenne un pas de recul, qu'on souffle et qu'on se dise ok, est-ce que c'est une bonne chose tout ça? Hmm. Et aujourd'hui, on n'a pas ce pas de recul. Ouais, c'est tout à fait juste ça. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu voudrais nous parler aussi peut-être un tout petit peu de ton livre que toi tu as écrit avec Alexis Roussel? Oui, bah écoute, je peux. Attends, Ah, juste une chose. Est-ce qu'il est dans ma bibliothèque? Donc, hop, c'est ça. magnifique. Je sais pas si on le voit dans le bon On sens voit, sur on le. voit, ouais, on voit dans le bon Ouais, sens. C'est parfait. ok. Avec ma cam, ça fait l'inverse. Donc, c'est un livre que j'ai coécrit avec Alexis Roussel. Donc, Alexis Roussel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien président du Parti Pirate Suisse. Il a cofondé l'intermédiaire financier BT, qui était une des premières entreprises crypto en Suisse romande. Et on a coécrit ce livre parce que c'est lui qui m'en a parlé à la base. Hein, moi, je n'étais pas encore dans ce domaine. Ça fait lui des années qu'il défend cette notion d'intégrité numérique. Et en fait, il m'a dit, voilà, il voulait que quelqu'un l'écrive avec lui. Il avait pensé à moi. Et puis en 2018, on s'est lancé sur ce projet. Ça nous a pris 3 ans. Et l'idée, c'était de proposer un essai politique, une réflexion sur cette notion d'intégrité numérique qui, en fait, si vous voulez, on peut prendre l'exemple de l'intégrité physique et psychique. C'est simplement rajouter un mot dans la Constitution
dans les constitutions, les textes fondamentaux en Union européenne, en Suisse, dans les cantons en Suisse, juste rajouter numérique à intégrité pour que fondamentalement on essaie de repenser tout notre rapport au numérique, aux technologies, à la protection des données, etc. Et en fait, aujourd'hui, on a une vie numérique. Quand les gens parlent de la vraie vie, en fait, ils se trompent. Là, toi et moi, on est dans la vraie vie. Là. Les gens qui nous regardent, ils sont dans la vraie vie. Internet, c'est la vraie vie. Simplement, il y a une interface. C'est cette interface, ce média, qui est virtuel. Mais nos comportements, c'est la vraie vie, quoi. Donc, aujourd'hui, on a une vie physique, notre corps, une vie psychique, notre psychologie, notre mental, nos pensées, qui sont protégées de haute lutte. Ça n'a pas été un acquis. Hein. La protection de la psychologie, enfin la protection d'intégrité psychique, c'est quand même un acquis récent. Et ça évolue encore, on le voit. Hein. Le mobbing, toutes ces choses-là sont encore des choses qui évoluent dans le droit. L'intégrité numérique, c'est l'idée de se dire on a une vie numérique qui est composée de certaines caractéristiques. Les données personnelles, c'est quelque chose qui, comment dire, est un prolongement de nous dans le numérique. C'est de l'information qui transite sur la toile, mais c'est nous. C'est, à un moment donné, cette information, elle nous représente imparfaitement, mais elle fait partie de nous. On peut pas la déjuger. Elle est de nous, en fait. C'est une identité, bien sûr. Ouais, ça fait partie de. À un moment donné dans notre vie, on a tweeté cette chose, on a cliqué sur ce lien, on a téléphoné à telle personne. C'est des choses qui sont indissociables de nous. Et comme c'est inaliénable, on devrait considérer que ce n'est pas monétisable. On considère que ton intégrité physique, elle est inaliénable. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'aller vendre tes organes. Bien sûr, tu peux le faire, parce qu'on peut toujours faire ce qui est interdit. Mais fondamentalement, la société considère que pour le bien de tous, c'est pas OK que des gens vendent leurs organes. Parce que ça causera plus de tort que ça ne rapportera de bénéfices à la société. Bah, l'intégrité numérique, c'est de se dire qu'on doit faire cette pesée d'intérêt, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout interdire l'utilisation des données. Il faut juste qu'on ait un débat de société dans lequel on se demande est-ce que c'est OK que les données qu'on génère malgré nous tous les jours, elles soient monétisées par des grandes entreprises qui en font un usage discrétionnaire, sans qu'on sache vraiment à quoi ça sert. Ça sert à alimenter des algorithmes, ça sert à alimenter des modèles d'influence qui nous échappent et qui modifient profondément notre rapport à la démocratie aussi. Est-ce que tout ça c'est OK? Que ce soit utilisé à des fins de recherche, de manière anonymisée, enfin pseudonymisée plutôt, que ce soit utilisé dans certains cas de figure très spécifiques, avec des autorisations d'un juge, etc. Moi, j'y suis pas opposé fondamentalement. C'est à la société de faire ce débat en fait, et de dire dans quelle mesure on peut ou pas, comment dire, pénétrer dans ce champ de notre existence, de nos droits, et avoir une interaction là-dedans. Et c'est en fait le livre, c'est ça, en fait, c'est cette réflexion-là, et ça évolue gentiment. On a Genève qui veut l'introduire potentiellement dans sa constitution. Le Parlement est en train de réfléchir à une modification de la Constitution pour imposer cette intégrité numérique qui serait ensuite votée par les citoyens genevois. Donc il y a gentiment des petites avancées qui se produisent, et on le voit en fait. Hein, le respect de la vie privée, c'est un des combats du siècle. Exactement, ouais. Magnifique, ouais. C'est super intéressant. Est-ce que si je peux te poser une question liée un tout petit peu à la monétisation, juste ton point de vue à toi aujourd'hui. C'est vrai que de toute façon, on ne peut pas changer d'une année à une autre, hein, ça c'est clair, mais si demain on avait en effet des méthodes sur lesquelles des entreprises peuvent acheter des données, donc voilà, il y a une entreprise ici qui récolte des données et ils vont vendre ces données-là, sauf que ces données qui sont vendues sont redistribuées pour toutes les personnes qui ont contribué à ces partages de données. Aujourd'hui, il y a j'aime pas utiliser le terme expert, mais aujourd'hui, il y a certaines personnes dans le monde du Web3 que j'ai déjà pu discuter aussi avec, dont la monétisation de données, maintenant depuis bien des années. Et puis, il y en a plusieurs qui disent qu'on pourrait avoir plus de 1 000 $ par mois. Très complexe à donner un chiffre réel, ils disent. Mais ils estiment aujourd'hui qu'on pourrait avoir plus de 1 000 $ par mois avec les données qu'on a, qu'on donne tout simplement sur le net.
qu'on pourrait plus gagner, puis qu'en fait tout ça, ça repart malheureusement chez ces monopoles. Est-ce que tu Pour penses que moi, c'est pour moi, une solution ou... non, pour moi, c'est un désastre Mm. en fait. Ok. Fondamentalement, philosophiquement, je peux que être opposé à une telle solution parce que pour moi, on te donne des cacahuètes sur des choses qui sont fondamentalement vitales pour toi. Mm. Que des entreprises sachent comment t'influencer dans ta plus stricte intimité, ça vaut pas 1000 balles par mois. Ça n'a pas de prix en fait. Mm. Et cette logique de vouloir tout valoriser, pour moi, c'est ça le problème en fait. Tout n'a pas de prix et il faut juste se rappeler que le reste, il y a Mastercard, comme dit le slogan. Non, mais tout n'a pas de prix, il faut arrêter de vouloir mettre un prix sur tout, quoi. C'est fondamentalement les données, il faut qu'on reste dans. Il faut qu'on revienne un petit peu à des concepts philosophiques. On a un peu oublié ça, je pense, dans nos sociétés. Mais la donnée, c'est pas une propriété, c'est pas un patrimoine, enfin, une donnée personnelle, c'est une information qui concerne quelqu'un. Mm. C'est cette personne, en fait. Donc, lui dire, ok, mec, ouais, je vais prendre tes données, je vais t'en papaouter en te proposant des produits, etc. Tu vas vivre dans une bulle de filtre magnifique parce que tout ce que tu aimes, je vais te le mettre devant tes yeux. Par contre, je suis cool, hein, tu reçois 1000 francs par mois pour ta participation à mon univers dystopique. Non, non, faut arrêter. Mm. Ça vaut pas 1000 balles, ça vaut rien en fait. Il y a, Ça n'a pas de prix. il y a des projets aujourd'hui dans le monde du Web3 qui sont en train d'essayer de... il n'y a pas de solution miracle malheureusement aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de, on va dire, de network 100% décentralisé de mon point de vue aujourd'hui encore réellement. Non. Mais il y a des applications, des plugins typiquement qui essaient de montrer qu'il y a des manières différentes. Comme aujourd'hui, il y en a un qui s'appelle Swash. C'est un plugin en fait qui va récolter exactement les mêmes données que Google. C'est-à-dire tout ce que tu fais Ouais. sur Google, tout ce que tu vas écrire, etc. Ils vont les récolter. Sauf que après, en effet, ces données-là, en fait, tu as le choix. En fait, tu peux dire exactement au plugin quelle sorte de données tu es d'accord que Swash va Ah récolter. oui, je vois ce que c'est, ouais. Ouais. Lesquels tu n'es pas d'accord qu'il récolte et lesquels tu es d'accord qu'il va vendre et lesquels que tu es d'accord qu'il ne va pas vendre. Et puis en fait, donc du coup, du moment qu'ils sont vendus, parce que toi tu es d'accord que ce soit vendu, moi si je me dis tout ce que je recherche sur X, sur un certain sujet, je suis d'accord de vendre ces données-là, mais pas les autres. Est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait être de ton point de vue une solution alternative en tout cas? Mais de nouveau, non, je pense pas parce que il faut que la société collectivement se mette d'accord sur ce que c'est qu'une donnée et sur le fait que c'est inaliénable. Donc tu peux pas décider de vendre enfin tu peux pas vendre un pouce quoi. Considère que ton corps il est entier, tu vends pas un pouce. Pourquoi? Ok, tu peux pas vendre ton foie parce qu'il est vital, ton pouce il l'est pas, tu peux t'en passer, mais on considère quand même que tu peux pas vendre ton pouce. Mm. Donc pourquoi on pourrait te déposséder d'une partie de ton être numérique au motif que finalement tu as le choix quoi. Tu peux Mm. choisir de pas le faire. Moi ça me pose problème Ouais, fondamentalement je vois. ça. Et il faut pas oublier qu'il y a des data brokers qui vendent des données, mais Google et compagnie ils vendent pas des données. Eux ils vendent des produits structurés sur Ah, des bien sûr, données. ouais. Donc c'est encore autre chose. Eux, ils vont enrichir les données qu'ils récoltent sur toi et ils vont vendre des produits structurés, donc des probabilités où, par exemple, toi, tu es client de Google, tu leur achètes de la pub, des espaces publicitaires, et tu dis à Google, mets-moi tous les jeunes aux yeux bleus qui aiment regarder des vidéos porno. Hein, c'est un truc vraiment trash. Bah, Google va te vendre non pas les données, ils vont pas vendre ton historique de navigation, ils vont vendre que toi, ce profil client correspond. Mais derrière, l'entreprise qui a acheté cette information, cette mise en relation, elle ne sait pas ce qu'il y a derrière cette donnée. Elle sait juste que selon Google, il te vend cette personne, ces profils-là, comme étant correspondant à ce que toi tu recherches. Mm. Donc Google, ils vont bien se garder de vendre ces données parce qu'ils savent très bien que c'est une manne financière énorme. Et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est les garder pour eux, non pas pour ils veulent pas les revendre. Donc il y a une mauvaise conception de la façon dont les données sont monétisées. C'est pas les données en tant que telles qui sont monétisées, c'est les informations qu'on va déduire d'elles en fait, Mm. qui vont servir à créer des produits structurés entre guillemets de données et qui seront vendus en fait pour assurer des services. Mm. Ah, c'est intéressant, ouais. Ah, merci bien de répondre un petit peu à ces questions. Je trouve ça super intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose, je pense que ça va prendre encore beaucoup de temps. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'un réseau décentralisé, message en temps réel, pourrait être une solution
pour avoir des applications décentralisées un jour dessus, par exemple, qui vont communiquer les uns avec les autres, sur lesquels il n'y a pas de... On récolte pas les données, tout simplement. Après, est-ce que c'est possible de ne pas récolter les données? D'un point de vue technique, c'est toujours très compliqué à le dire. Ne pas les récolter et les exploiter, les traiter, les enrichir, tout ça, c'est des choix en fait. C'est pas parce que tu as des données que forcément tu vas en faire quelque chose. Alors oui, il y a toujours des risques de cyberattaque et tout, mais dans une certaine mesure, certaines données peuvent être conservées. Enfin, il y a des entre-deux. Moi, je suis pas un absolutiste. Je pense que c'est un débat que la société doit empoigner. Mm. Il y a des compromis à trouver, bien évidemment, mais pour l'instant, il n'y a pas de compromis. Là. Pour l'instant, c'est le tout à l'escroquerie, en fait. On est escroqué en permanence et nos vies sont complètement passées au crible et on n'a aucun pouvoir dessus. Quoi. C'est ça qui est dramatique. Donc, moi, je suis pour un débat. Maintenant, peut-être qu'une majorité des gens ne seront pas d'accord avec moi, et je l'entends, moi je suis démocrate, ok. Mais au moins qu'on ait cette discussion qui n'a pas lieu aujourd'hui. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, on nous dépossède et on nous dit, oh bah, c'est pour ton bien, parce que regarde, c'est formidable, Google a des services magnifiques. Mais c'est normal, ils s'enrichissent sur notre dos. Donc oui, ok, ils ont des produits super, hein. Franchement, moi je suis utilisateur aussi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Le problème, c'est qu'ils monopolisent tout le réseau, enfin, ils ont un monopole de fait, ils écrasent la concurrence, ils rachètent à tir larigot les concurrents potentiels, ils utilisent toutes les techs. Toi l'État de Genève, tu mets de l'argent dans une technologie, une start-up, parce que tu considères qu'elle est bien, elle va être rachetée par Google, et puis tu as les politiques qui vont dire c'est génial, ça a été racheté par Google, c'est qu'on a bien fait de mettre de l'argent dedans. Bah non, parce que justement, tu as mis de l'argent dans Google en fait. Et tu as permis à Google de se renforcer, donc de moins en moins de startups genevoises vont voir le jour parce que leur modèle économique ne sera pas viable face à la concurrence. Donc on est dans quelque chose de profondément, mais hyper contradictoire. Et il faut qu'on mette de l'ordre là-dedans parce que ça va pas quoi. Ouais, c'est un C'est très le bon bordel point, en c'est fait. juste, ouais, tout Ouais, à fait. Il y a, c'est le bordel quoi. bon, je sens qu'on pourrait de toute façon parler encore pendant des heures et des Ouais, heures. Moi, il y a encore une ouais, dernière chose que je voudrais bien encore te poser oui. enfin, dernier sujet, disons, c'est les cyber-attaques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Je sais que tu as aussi pas mal investi du temps là-dessus. Ouais. En sachant que tu n'as pas un background de tech, hein, donc tu n'es pas Mm. dev, et c'est quand même toujours bien important de le dire parce que c'est vrai que quand on code pas, quand on n'a pas la même compréhension qu'un dev, puis on n'a pas ces langages, c'est pas toujours assez, enfin autant évident, on va dire. Mais quelles sont peut-être un petit peu tes connaissances et puis ton point de vue sur les cyber attaques aujourd'hui? Ouais, je pense que les cyberattaques, c'est un sujet qui est évidemment très médiatique parce qu'on en voit de plus en plus. C'est un enjeu qui est fondamental, qui pose plein de questions en termes de souveraineté, en termes de sécurité. Mais aujourd'hui, les cyberattaques, c'est comment dire, c'est un sujet qui est complexe en fait, parce que Mm. il y a beaucoup, c'est, ouais, c'est comment dire, c'est compliqué de résumer les cyberattaques parce qu'il y a plein de dimensions en fait. En tant qu'institution, en tant qu'entreprise, en tant qu'individu, c'est pas les mêmes risques, c'est pas les mêmes sujets. En gros, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a une industrie du crime qui s'organise de plus en plus, et on a cette industrie du crime qui s'organise de plus en plus et qui bénéficie d'outils qui sont développés avec des financements étatiques parce que les États essayent de garder le contrôle sur les technologies qui sont développées et qui créent des backdoors, donc des portes dérobées, qui utilisent des failles, des vulnérabilités qui n'ont pas été disclosures, qui n'ont pas été dénoncées publiquement. Les États mettent beaucoup d'argent là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe évidemment? C'est comme quand on va livrer des armes dans un pays, c'est qu'à un moment donné, ça retombe dans les mains des criminels. Et après, les États disent, oh bah tiens, c'est quand même dommage, hein, on n'y avait pas prévu. Mais ça fait depuis toujours, hein, c'est pas, le numérique n'a rien inventé, c'est que les États mettent de l'argent pour conserver du pouvoir, arment des milices, ces milices finalement finissent par redonner ces armes à des criminels, et après on dit merde, les criminels essaient de déstabiliser les États. Donc on est quand même un peu dans un paradoxe absolu. Mais aujourd'hui, en fait, fondamentalement, les cyberattaques elles sont largement mises en, comment dire, accélérées par les investissements des États dans des logiciels toujours plus performants pour créer en fait des attaques. En fait. Mm. Parce que les États ne supportent pas l'idée de perdre le contrôle sur les communications privées. Et aujourd'hui, avec la généralisation des chiffrements de bout en bout, des technologies cryptographiques petit à petit,
les États ont peur en fait de ne plus pouvoir contrôler les communications. Et on assiste donc à une surenchère, et cette surenchère, elle finit dans les mains des criminels, qui eux s'éclatent en fait, parce que bah, pour eux c'est énorme, ils créent des modèles économiques super pour eux, donc je sais pas si tu connais, mais il y a le ransomware as a service, donc le ransomware, c'est on chiffre les données de ta boîte, on les extrait, on les copie, puis on dit, bon bah, soit tu nous payes une rançon, généralement en crypto-monnaie, soit on les publie, ou on les efface. Donc on les efface et on les publie en plus. Enfin voilà, risque réputationnel, toi tu perds, voilà, enfin horrible. Si t'es un hôpital, on n'en parle même pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens? Ils ont même créé une industrie du crime qui dit en gros, tu as le ransomware as a service, tu loues un ransomware et les mecs, toi tu vas attaquer des cibles et les mecs qui ont créé ce ransomware, ils vont toucher des fees dessus. Mais En arrête. fait c'est OpenSea, c'est le NFT du cybercrime en fait. Parce que si tu veux, toi ton NFT tu le revends après, tu touches des fees dessus, ok, bah, les mecs ils vendent leur ransomware, ils les louent et d'autres gens vont attaquer des cibles et eux ils vont toucher des fees là-dessus. Et donc du coup on est on est dans une dimension qui est extrêmement large en fait, parce que n'importe qui peut s'improviser avec quelques connaissances techniques, peut s'improviser cybercriminel et faire des attaques qui peuvent avoir de lourdes conséquences. Notre éditeur, Alexis et moi, il a été piraté et lui, il a payé. Mais le problème, c'est qu'on s'est aussi rendu compte que ceux qui payent, en général, bah, les cybercriminels se disent, bah, lui, il a payé, on va le rattaquer quand même, parce que s'il a payé une fois, il va payer une deuxième. Donc, c'est un sujet qui est passionnant, mais qui est compliqué. Et en fait, ça fait partie d'un, globalement en fait d'une approche qu'on a dans le numérique. En fait, c'est de la surveillance, c'est de toujours vouloir garder le contrôle. Ça va aussi avec le respect de la vie privée en fait. C'est qu'aujourd'hui on est dans quelque chose où on veut garder le contrôle, donc on crée des outils extrêmement performants, extrêmement puissants qui vont permettre de briser des portes qui sont censées être verrouillées pour que les États puissent garder leur pouvoir. Alors oui, des fois ça a des intérêts, oui, ça permet de déjouer des crimes, des attentats, d'accord. Mais au final, c'est toute notre sécurité de tous les gens qui sont honnêtes, rien à se reprocher, qui est en danger, parce qu'une minorité de tarés menace la sécurité de tous, donc on va utiliser des outils qui vont mettre tout le monde dans le même panier. Hmm. Pour moi, je pense que philosophiquement, on est aussi face à un problème. Il n'y a pas de réponse facile, mais globalement, aujourd'hui, les cyberattaques, elles sont facilitées par cette surenchère des États dans le contrôle en fait, absolu de nos vies numériques. Donc c'est Ouais, un tout, en fait, si tu veux, la réflexion, le numérique, c'est pas quelque chose qui est divisible en fait. Tout est lié dans le numérique. Les jeux vidéo aussi servent à récolter des données sur les gens, permettent de développer des modèles économiques qui ensuite sont mis dans d'autres secteurs parce que c'est un espèce de grand laboratoire, etc. Donc tout le domaine du numérique, en fait, c'est un écosystème et il faut le voir comme un tout, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je trouve ça complètement fou, en effet, que tu puisses gagner encore des fees en louant façon de parler ce service. Je trouve ça complètement absurde. J'ai jamais entendu parler de ça, pour être honnête. Bah, en fait, les criminels sont ingénieux. Hein. Si tu regardes Ah bah oui. les gens qui ont inventé certaines arnaques sont proprement ingénieux, quoi. Hmm. Il y a des gens qui ont... Franchement, le numérique n'a pas changé les choses. Hein. Il y a des mecs... J'avais vu une histoire de gars, ils ont créé des faux distributeurs d'argent. Et à l'époque où tu n'avais pas encore... Enfin, c'était encore avec des bandes magnétiques. Les mecs, tu mettais ta carte bancaire, ils allaient scanner la bande magnétique, la récupérer et tout, la copier les informations de ta carte bancaire à la main, parce que tu avais un gars qui était caché dans le distributeur, il te redonnait la carte en disant non, non, ça marche pas, trouve un autre distributeur. Et donc le gars, il avait une copie une copie physique de ta carte de crédit, et il pouvait aller vider ton compte, parce que tu avais utilisé ton code et tout. Mais physiquement, quoi. Tu as des gars, ils ont une telle ingéniosité et ils reculent devant tellement rien qu'il faut toujours s'imaginer qu'il y a des gens qui ont des coups d'avance. En fait. Bien sûr, ouais, exactement. C'est une tension permanente entre sécurité et cyberattaque. Ouais, puis il y a des personnes qui sont vraiment douées. Il faut toujours. Puis Ah je ouais, pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le paradis, hein, le monde de la crypto-monnaie, avec le peu de connaissances que les gens ils ont.
Ça a l'air peut-être simple pour certaines personnes, hein, l'utilisation d'un Ouais, ledger et toutes ces choses, MetaMask et autres. C'est vrai que c'est très simple au fait, au final, du moment qu'on est dedans et puis qu'on l'utilise. Mais je pense que pour certaines personnes qui l'ont jamais utilisé, c'est vrai que c'est tout nouveau, il faut apprendre. Une connerie peut coûter très cher. Et puis on est contacté par des scammers à longueur de journée dans ce milieu. ouais, ouais, ouais. C'est complètement hallucinant. Alors, il y a des scammers qui sont peut-être pas des c'est peut-être pas directement des cyber attacks, c'est plutôt juste un scam direct. Et il y en a des, ils sont pas du tout malins, mais apparemment ça marche quand même, vu qu'ils continuent à le faire. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention aujourd'hui. C'est trop nouveau, c'est une nouvelle tech. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour la majorité des gens. Il faut vraiment être sécurisé au maximum. Bien sûr. Et puis, il n'y a pas de sécurité absolue en fait. Il faut pas Mm. oublier que on a beau utiliser plein d'outils de privacy by design et compagnie, il y a toujours des intérêts derrière, il y a toujours des entreprises, il y a toujours voilà, il n'y a pas de sécurité absolue. Il faut en avoir conscience pour faire attention de son hygiène numérique. Mais malheureusement, la sécurité absolue, c'est comme la porte d'entrée en fait. Ta porte d'entrée chez toi, n'importe qui peut la péter en fait. Bien sûr. Mais c'est suffisamment dissuasif pour que on ne vienne la péter que si tu représentes une cible suffisamment importante pour qu'on prenne le risque de péter ta serrure, d'encourir des poursuites et tout, pour voler ce qu'il y a chez toi. Mhm. La sécurité informatique, c'est ça en fait. C'est comme ton cadenas de vélo. Ton cadenas de vélo, avec une pince Monseigneur, on te pète à peu près n'importe quoi. Avec une scie mécanique, on va te péter n'importe quoi. Mais ça représente une telle difficulté que on va le faire que si ton vélo vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup Mhm. d'argent. Donc de nouveau, c'est la sécurité en informatique, c'est quelque chose qui évolue par couche. Il faut essayer d'avoir des comportements les plus sécurisés possibles pour limiter les surfaces d'attaque, pour éviter que des grands coups. Enfin, il y en a qui font des milliers de cyberattaques par jour pour choper n'importe qui. Et puis si tu t'es pas bien protégé, tu tombes dans l'eau. Puis si tes données valent quelque chose, ils les revendent d'une certaine manière. Et puis t'as pas eu de bol parce que tu aurais juste été mieux protégé et on t'aurait jamais visé. Donc Mhm. c'est juste une question de coût d'opportunité. Et la sécurité informatique, si tu respectes quelques codes basiques, tu peux déjà éviter, on va dire, 99% des risques en fait. Voilà, on est dans un univers insécurisé, mais en même temps, si on adopte des comportements corrects, on peut quand même se prémunir de l'essentiel des risques. Ouais, exactement, c'est ça. Je voulais te poser, du coup, je peux pas te poser la question. Du coup, tu utilises toi un ledger ou quelque chose, mais bon, du coup, je Non, peux moi pas te. j'ai pas, j'aimerais bien juste essayer en fait. C'est vrai que ça me tente, hein. Ouais, bah, je pourrais une fois te montrer si tu souhaites. Ouais, volontiers. Ouais. Mais non, j'utilise pas. Ouais. Non, c'est vrai que c'est toujours après intéressant aussi d'apprendre, hein. C'est pas parce qu'on n'a Ouais. pas de crypto-monnaie, Ah, mais je suis d'accord. et pas seulement pour toi, mais je pense vraiment pour toutes les Mm. personnes qui nous écoutent aussi. Je pense que c'est vraiment, vraiment important de s'instruire et puis en effet de voir ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, bah, en effet, on a Ledger, je pense, moi Mais il y a personnellement, ce que je Trésor peux. aussi. Trésor, ouais, exactement. Puis il y a aussi d'autres qui sont Ouais. top, puis que je pense qu'on peut vraiment conseiller aujourd'hui. En tout cas, en question de sécurité, c'est plutôt cool et c'est bien. Mais on ne sait pas non plus ce qui va arriver dans les prochaines années. La technologie, elle évolue beaucoup trop rapidement pour pouvoir savoir comment il va falloir se sécuriser sur le plus long terme. Mais voilà, en tout cas, c'est petit rappel pour les gens, naturellement. Ne jamais donner vos clés privées, c'est la chose la plus importante. Et surtout pas vos Ouais. passphrases. C'est quelque chose qu'il Ouais. faudra toujours garder pour vous. C'est votre clé de la maison aussi. Donc, Ouais. on la C'est donne ça. pas à notre voisin. C'est une vraie responsabilité. Ouais, c'est clair. Mm. Bah ok, bah, je pense ouais, que comme j'ai dit avant, on pourrait discuter Ouais. pendant des heures et des heures. Ouais. Mais je reviendrai volontiers Je- si tu veux. bah écoute, avec grand plaisir. Je sens bah, Mm. justement aussi ta passion. Je pense que les Ouais. gens parmi nous ce soir l'ont également entendu. Et Mm. puis, et donc du coup, pour les personnes qui aimeraient pouvoir te suivre aujourd'hui, Ouais. donc j'ai vu avant, il y avait Cartel qui a Ouais, partagé, merci d'ailleurs. Ouais, voilà, ouais, il mon Twitter, partageait bah, voilà, je ton suis surtout Twitter, actif sur Twitter, ouais. assez actif J'ai sur Twitter. Facebook aussi, j'ai LinkedIn, mais je pense que Twitter, c'est un peu mon réseau en ce moment. Magnifique, super. J'échange le plus. Et puis peut-être encore un petit dernier récap sur ID Ouais, News. Donc, toi qui es donc journaliste chez ID News, ouais, donc c'est un endroit sur lequel vous gagnez votre vie grâce à ouais, des abonnements, hein, donc ouais. uniquement. C'est Pas de vraiment top. publicité, Il ouais. n'y a pas de Ouais. publicité du tout. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu peux peut-être dire quelle sorte d'article est-ce qu'on peut retrouver là-bas si on veut participer à ID News? Bah, déjà, on va retrouver tous mes articles sur les crypto-monnaies, sur la tech en général. On va retrouver les articles de mon collègue Fabrice aussi, qui s'occupe lui, surtout de l'innovation. Enfin, il fait des trucs passionnants, quoi, sur des sujets, sur la fission nucléaire, sur les vaccins, enfin, il est vraiment, mais lui, c'est une
encyclopédique, il est passionnant. Il y a enfin, en fait, ID News, si vous vous intéressez à des sujets plus en profondeur, je pense que c'est un média qui est fait pour vous parce que en matière de santé, en matière de climat, en matière de travail, on essaie vraiment d'avoir une approche. Nous, on peut pas, on est une petite rédaction, donc on peut pas suivre l'actualité tout le temps, être derrière l'actu, la dernière sortie. Ce qu'on essaie de faire, c'est de digérer l'actualité et d'aller plus profondément dans les sujets, donc de proposer des angles, des points de vue, des analyses qu'on n'a peut-être pas vu ailleurs. C'est notre valeur ajoutée qui est indispensable parce qu'on ne peut pas évidemment concurrencer des titres qui ont 50 journalistes. Nous, on est une dizaine, un peu plus d'une dizaine. Donc, c'est vraiment une autre approche du journalisme. Et je vous invite à la découvrir. Je pense que ça vaut la peine. On a un abonnement qui est pas trop cher. Et puis, on est une start-up, donc on est en constante évolution. Et j'espère qu'on va pouvoir gentiment aussi proposer, c'est en discussion, des abonnements en crypto, enfin, les paiements en crypto, ce serait cool. Ah bah Donc, ça voilà, serait... c'est en pleine évolution. Et si vous vous intéressez à des sujets, sur les sujets qu'on traite, parce qu'évidemment, nous, on a des sujets de prédilection, bah, je vous invite à découvrir, ça vaut la peine. Clairement, exactement. C'est vrai qu'en fait, on l'a même pas dit une seule fois, je crois, ce soir. Mais je voulais en fait aussi parler de ça. Mais en gros, tu es aussi dans l'écosystème ici à Neuchâtel, hein. Donc en fait, on s'est déjà Ouais, vu plusieurs fois. Euh, Tu avais fait une présentation aussi de ID News, ouais. mais je pense qu'en effet, vu que tu es à Neuchâtel ici en Suisse, je, par Non, obligation. moi, Pardon. j'habite à Annemasse, hein. Ah oui, oui, c'est juste. Ah oui, 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 Ouais, c'est ouais, moi juste. j'habite à Annemasse, mais je Ah suis lié à Neuchâtel parce que j'ai de ouais, la famille, j'ai exact. Ouais, ouais. beaucoup de famille à Neuchâtel, j'adore Neuchâtel. Et puis j'ai Alexis aussi à Neuchâtel, qui est quand même un de mes amis très proches. Donc voilà, mais oui, ça voudrait un autre sujet, je pense, l'écosystème à Mm. Neuchâtel, parce qu'il est très intéressant. Et donc, par obligation, il faudrait que tu rajoutes quand même le Lightning Network sur ID News, je pense. Ça va être presque une Ouais, ça j'ai obligation. bien compris, ouais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, c'était super. Mais merci à toi, Grégoire. Franchement, Ouais. c'était un vrai plaisir de t'avoir ce soir avec nous. Et Mm. puis, bah, pour toutes les personnes, hein, il y a tous les liens dans le chat, donc n'hésitez pas, surtout pas à aller faire un petit tour. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas pu voir naturellement tout l'interview ce soir avec nous, bah, comme d'habitude, il y a la rediff directement à la fin du live. Et puis, on va poster aussi la vidéo après coup sur YouTube. Malheureusement, tous des endroits où il y a plein de données, mais on ne Ouais, peut pas faire autrement. C'est de nouveau là, un petit peu la chose qu'on parle souvent. c'est ça malheureusement, ouais, c'est Ouais. ça. C'est que, Mais voilà, on est dans ce monde. ça va peut-être changer avec les années à suivre, Mm. donc on verra bien. Mais en tout cas, Ouais, Grégoire, merci infiniment pour d'avoir passé une bonne heure avec nous ce soir. ouais, bah, Et puis, merci à je vous. te souhaite courage avec tout le reste. Il y aura encore de toute Merci. façon beaucoup, beaucoup de boulot, Ouais, ça je sais. Et puis, ouais, bah, bah, ça j'espère qu'on va. se retrouve tout bientôt, quoi. À tout bientôt, ciao. Bonne soirée à tous. Ciao, Merci. ciao, merci beaucoup. Bye.